Quel que soit l'avenir, quelque chose fut accompli par le soulèvement d'octobre, et plus particulièrement par les soulèvements hongrois. J'avais plus la révolution ne pourrait prétendre avoir ne serait-ce que l'acceptation massive de ses captives. Ils montrèrent que sous le communisme de Karl Marx, ils découvrirent qu'ils n'avaient rien d'autre à perdre que leur chaîne et qu'ils préféraient affronter la mort qu'endurer ces chaînes. Les causes pour lesquelles les deux nations se soulevèrent étaient les mêmes, et ils le firent bien comprendre. Ils voulaient, dans chaque cas, la libération de la nation par le retrait de l'armée rouge, la libération de chaque individu de la terreur par l'abolition de la police secrète et la punition des terroristes principaux, la restauration de leur foi par la libération du chef de leur église qui, dans les deux cas, était en prison, la libération de leur système politique, de la servitude du parti unique par le retour des partis rivaux et des élections. Ainsi, la question en jeu était-elle complètement claire. Par le biais d'une petite nation située à sa limite orientale, l'Occident s'éleva contre le despotisme asiatique. C'était la Dieu contre les impies, la liberté contre l'esclavage, la dignité humaine contre la déchéance humaine. La question à ce moment-là dépendit, et la décision finale dépendra du degré de soutien que ces nations aux avant-postes de l'Occident trouvèrent au sein du reste de l'Occident, qui déclarait sa parenté et sa camaraderie envers elles-mêmes, qui dans l'adversité les avait abandonnées par le passé. Durant ce trimestre-là, la vision de cette question claire en jeu fut obscurcie par l'intrusion de la question secondaire, obscurcissant tous nos siècles. La question juive, l'histoire des événements d'octobre de Pologne et de Hongrie est en elle-même aussi claire que du cristal, mais on ne lui a pas permis de se rendre clair pour les populations américaines et anglaises à cause de ce seul aspect, au sujet duquel l'information leur a été constamment refusée depuis le renversement du régime légitime en Russie en 1917. Trois mois avant les soulèvements polonais et hongrois, un article de MCL Sulberger, publié dans le New York Times, ranima le cri d'antisémitisme derrière le rideau de fer qui s'était élevé en 1953. Comme exemple de cet antisémitisme, l'article citait le renvoi de Jakub Berman, théoricien détesté du parti et juif, qui était le territoire moscovite en chef en Pologne. Dans cet article se cachait le secret dont les populations occidentales n'ont jamais été autorisées à être informées. M. Robert Wilton, qui perdit la confiance du Time pour avoir essayé de communiquer ce secret aux lecteurs de ce journal en 1917-1918, fut le premier d'une longue liste de correspondants qui essayèrent et échouèrent durant les 39 ans qui suivirent. Les populations russes, et plus tard celles des autres pays qui furent abandonnés au communisme, ne pouvaient s'élever contre la terreur sans être accusés d'antisémitisme, parce que la terreur a toujours été une terreur juive et talmudique, donc identifiable par ses actes, et non une terreur russe, communiste ou soviétique. Sur ce point même, le pouvoir dirigeant à Moscou, quel qu'il fût, et quel qu'il soit, vraiment, ne s'écarta jamais du modèle original. Et ceci est la base factuelle sur laquelle toute recherche sur les événements de notre siècle doit commencer. La théorie de la coïncidence pourrait en théorie être appliquée à 80% des gouvernements juifs qui apparurent en Russie, Hongrie et Bavière en 1917 et 1919. Même à cette époque, comme je l'ai montré plus tôt, un écrivain juif décrivait la version pour le gouvernement juif bolchevique en Hongrie comme de l'antisémitisme, une épithète qui n'aurait pu être évitée qu'en se soumettant à ce gouvernement. Mais quand le gouvernement moscovite installa les gouvernements juifs dans les pays qui lui furent abandonnés en 1945, aucun doute ne subsista sur le fait que c'était une politique préparée et calculée, avec un but réfléchi. Je répète ici l'information issue de sources incontestables concernant la composition des gouvernements au moment exact, en 1952 et 1953, où Staline était appelé le nouvel Hitler, et la Russie était menacée de destruction à New York et Washington si elle permettait toute résurgence d'antisémitisme.
Tchécoslovaquie, comme partout ailleurs en Europe centrale et du Sud-Est, à la fois les intellectuels du parti et les hommes clés de la police secrète sont pour la plupart d'origine juive, sioniste. L'homme de la rue, par conséquent, est devenu enclin à identifier les responsables du parti avec les juifs et à blâmer les communistes juifs pour tous ces problèmes. New Statesman, 1952. Ouvrez les guillemets, le gouvernement fortement juif, 80% dans les hauts rangs de la Hongrie communiste sous le premier secrétaire communiste et Matthias Rákosi, qui est lui-même un juif. Time, New York, 1953. Ouvrez les guillemets, la Roumanie avec la Hongrie compte probablement le plus grand nombre de juifs sionistes dans l'administration. New York, Herald Tribune, 1953. Toutes ces citations et de nombreux autres similaires dans mes dossiers viennent d'articles réprouvant l'antisémitisme dans les pays satellites. À cette époque, alors que l'on savait que ces pays étaient dirigés par des juifs sionistes, le président Eisenhower fit sa déclaration à propos d'une vague d'antisémitisme fanatique dans les pays satellites d'Europe de l'Est. Que pouvaient signifier ces menaces de Washington pour les peuples captifs, hormis l'avertissement de ne pas grommeler contre ceux qui maniaient le knout. Pourtant, en même temps, on leur promettait la libération et, ouvrez les guillemets, The Voice of America et, ouvrez les guillemets, Radio Free Europe les tourmentaient tous les soirs avec des descriptions de leur propre situation critique. Ceci était l'arrière-plan déroulant les soulèvements nationaux polonais et hongrois d'octobre 1956, dont le premier signe à nouveau fut donné par les émeutes de Poznań en Pologne en juin 1956 et immédiatement après l'article de M. Zulberger à propos de l'antisémitisme derrière le rideau de fer, paru dans lequel il se plaignait du renvoi de M. Jakub Berman et de celui par le maréchal Rokossowicz, commandant de l'armée polonaise, depuis certains d'officiers juifs. En août, l'un des deux vice-premiers ministres, M. Zenon Nowak, l'autre était un juif, M. Hilary Min, dit que le compagnon pour la démocratisation ou la libération qui était mené dans la presse polonaise était déformé par l'introduction et l'importance particulière donnée au sujet des Juifs. Il dit que la nation croyait qu'il y avait un nombre disproportionné de Juifs dans le parti principal et les postes du gouvernement, et en guise de preuve, il lut une liste de leur représentation dans les différents ministères. Un certain professeur Kotobinski, répondant à et attaquant M. Nowak, dit que les Juifs étaient presque devenus majoritaires dans les postes clés et la préférence de leur propre peuple pour l'attribution des emplois n'avait pas été évitée. New York Times, 11 octobre 1956. À cette date, la Pologne était sous la domination soviétique et la terreur juive depuis 11 ans. Pas grand-chose n'avait changé dans le tableau qu'avait donné l'ambassadeur américain, M. Arthur Bliss Lane, des années 1945 à 1947. Ouvrez les guillemets, les membres de l'ambassade américaine ont été le témoin de plus d'une arrestation par la police de sécurité. Des méthodes terrifiantes telles que les arrestations au milieu de la nuit et la personne arrêtée n'était en général pas autorisée à communiquer avec le monde extérieur, peut-être pendant des mois, peut-être pour toujours. Même nos sources juives ont admis la grande impopularité des Juifs en position clé du gouvernement. Ces hommes incluaient Mik Berman, Olszewski, Radkiewski et Psikalski, qui avaient un sentiment d'amertume au sein de la milice envers les Juifs, parce que la police de sécurité, contrôlée par le Radkiewski, dominait la milice et l'armée. De plus, la police de sécurité, de même que la police de sécurité interne, comptait parmi leurs membres de nombreux juifs sionistes d'origine russe. Ce contrôle juif de la terreur ne commença à s'affaiblir qu'après 11 ans seulement. En mai 1956, M. Jakub Berman, considéré comme l'homme numéro 1 de Moscou au parti polonais, le New York Times, 21 octobre 1956, démissionna de son poste de vice-président ministre et au début d'octobre 1956, M. Hilary Mink, considéré comme l'homme numéro
1952 de Moscou. Démissionna également M. Nowak, l'un des nouveaux vice-premiers ministres, fut attaqué comme antisémite dès le début. Ceci était le contexte significatif du soulèvement national du 20 octobre. La Pologne, dans sa première expérience de domination communiste, comme la Russie, la Hongrie et la Bavière en 1917 et 1919, avait découvert que la terreur sur laquelle cette domination reposait était juive et était déjà attaquée pour antisémitisme en Amérique et en Angleterre parce qu'elle tentait de se libérer de la terreur. Comme tous les autres pays, elle fut prise dans le dilemme causé par la question juive. La situation réelle des juifs qui n'étaient pas dans les postes élevés en Pologne s'avère avoir été meilleure que celle d'autres parties de la population, à en juger par les différents comptes rendus réalisés à cette période en rendant visite à des rabbins et des journalistes américains. Soi-disant en passant, le nombre total de juifs en Pologne à cette époque varie. Dans les estimations juives publiées, d'environ 30 000, le New York Times, 13 juillet 1956, à environ 50 000, le New York Times, 31 août 1956. La population totale de Pologne étant estimée dans les ouvrages de référence actuels approximativement 25 millions. Leur proportion, par conséquent, représentait une petite fraction d'1%. Et j'avais, avant ce siècle, ou que ce soit une minorité de cette petitesse extrême, n'a prétendu devenir presque majoritaire dans les postes clés, en manifestant une préférence de leur propre peuple pour l'attribution des emplois. Le cas de la Hongrie était plus significatif car ce pays subit, après 1945, sa seconde expérience de domination communiste. Non seulement elle découvrit que la terreur était à nouveau juive, mais elle était exercée par les mêmes hommes. Cette réinstallation délibérée de terroristes juifs détestés d'une nation à cause de leurs actions 26 ans auparavant, les détails sont donnés plus loin dans ce chapitre et la preuve la plus forte jusque-là fournie de l'existence à Moscou d'un pouvoir contrôlant la révolution qui délibérément conférait à ces actes barbares la signature talmudique sioniste et non soviétique, communiste ou russe. Dans ce contexte, qui n'était pas compris dans le monde libre, les forces de régénération nationale s'employaient petit à petit à se libérer de la terreur. En avril 1956, M. Vladislav Gomulka, emprisonné en 1951-1956 sur le régime de Berman Mink comme déviationniste, fut libéré et devint immédiatement le symbole de l'espoir national, car bien qu'il fût communiste, il était polonais et fut rétabli au central du Parti communiste polonais le 19 octobre 1956 et le 20 octobre fit quelque chose qui aurait pu changer la tournure entière de notre siècle. N'était l'ombre qui tomba bientôt sur les événements qui suivirent cette fois depuis l'autre centre de la question juive, la Palestine. Il présenta à la nation polonaise une quasi-déclaration d'indépendance, attaqua l'anarchie des 12 dernières années, promit des élections et déclara que le peuple polonais se défendra avec tous les moyens possibles afin que nous ne soyons pas poussés sur le bord de la route qui mène à la démocratisation. Il fit cela face à une visite éclair des chefs moscovites eux-mêmes. M. Khrouchtchev était accompagné par des généraux et menaça d'utiliser l'armée rouge. Il semble qu'il y ait été totalement décontenancé par le front courageux qui lui offrirent M. Gomulka et en particulier Edouard Ochab, lui aussi un antisémite, dans l'article de M. Sulberger, qui dit, d'après le récit, ouvrez les guillemets, « Si vous n'arrêtez pas vos troupes immédiatement, nous sortirons d'ici et couperons tout contact. » L'armée polonaise était manifestement prête à défendre la cause nationale. M. Khrouchtchev capitula. Le maréchal Rokossovski disparut à Moscou. Et en tant que symbole de la renaissance de la nation, le cardinal Wyszynski, déchu de son office en 1953 sous le régime de Berman Mink, fut libéré. L'allégresse se répandit sur toute la Pologne. La révolution avait enduré sa première défaite majeure. La foi avait été restaurée. C'est le sens de la libération du cardinal. La nation abandonnée du monde extérieur avait fait un premier grand pas vers son auto-libération. Immédiatement, le feu de brousse se répandit en Hongrie. Le grand événement de Pologne fut
oubliés dans l'excitation causée par un événement encore plus grand, tous les processus de la nature humaine, le temps et la providence semblaient enfin converger vers une fin heureuse. En Hongrie, le 22 octobre 1956, 2 jours après la déclaration polonaise l'indépendance, les gens se rassemblèrent dans les rues pour réclamer le retour de M. Imre Nagy au poste de Premier ministre et le retrait des troupes d'occupation soviétiques. Aucun d'entre eux ne réalisait à l'époque qu'ils étaient en train de démarrer un soulèvement national qui devrait se transformer en guerre nationale de libération. L'étincelle venait de Pologne et le contexte était le même, à la différence que la Hongrie était en train de subir sa deuxième épreuve aux mains des commissaires du peuple juif. L'objet principal de sa peur et de sa haine, à ce moment-là, était un certain Ernő Géreau, chef du Parti communiste hongrois et troisième chef terroriste juif de 1919, envoyé en Hongrie par Moscou pour y exercer la terreur. Ainsi, dans cet événement, non seulement l'amertume accumulée des années 1945 à 1956 explosa, mais aussi le souvenir de la terreur de 1918 à 1919. M. Imre Nagy, comme Gomulka en Pologne, devint le symbole des espoirs nationaux à ce moment-là, parce que c'était un communiste national, c'est-à-dire que c'était un Magyar, de la même façon que Gomulka était un Polonais et non un étranger. Son nom, dans le processus de l'histoire, si on lui avait permis de le remplir, aurait probablement été de faire les premiers pas vers la restauration de la souveraineté nationale et de la liberté individuelle hongroise, après quoi il aurait ouvert la voie à un successeur élu. Sa popularité symbolique au moment du soulèvement national fut principalement due au fait qu'il avait déchu de la fonction de Premier ministre en 1953 et est exclu du Parti communiste en 1955 par les détestés Matyás Rákosi et Ernő Géreau. En Hongrie, de même qu'en Pologne, la nation voulait des choses distinctes, toutes rendues claires par les paroles et les actes des jours qui suivirent. La restauration de la foi nationale, symbolisée par la libération du cardinal, emprisonné par les terroristes juifs, la libération de la nation par le retrait des troupes soviétiques, l'abolition de la police secrète terroriste et la punition des chefs terroristes. La réclamation initiale de ces choses toutefois s'exprima par une manifestation pacifique, non par des émeutes ou un soulèvement. Elles se firent bruyantes après un discours violemment injurieux de Géraud, le leader du parti, qui conserva ce poste quand le comité central du parti installa M. Nagy comme Premier ministre. Géraud changea alors les troupes soviétiques d'entrer dans Budapest et de rétablir l'ordre, rencontrant des manifestations place du Parlement rassemblées pour réclamer le renvoi de Géraud. Les chars soviétiques et la police terroriste de Géraud ouvrirent le feu, faisant les rues jonchées de morts et d'hommes et de femmes agonisant. Le 24 octobre 1956, ce fut le début du véritable soulèvement. La nation s'éleva à l'unisson contre les troupes soviétiques et la police terroriste haïe. Et en quelques jours, la révolution communiste subit une défaite qui fit ressembler celle de Pologne à une simple rebuffade. Le cardinal fut libéré. M. Nagy s'auto-investit Premier ministre. Le détesté Géraud disparut sur la Riviera de Crimée, en compagnie de Rákosi, selon la rumeur. La police terroriste fut pourchassée et ses quartiers démolis. La statue de Staline fut jetée à terre et réduite en miettes. Partout les troupes hongroises aidèrent au soulèvement ou restèrent passives. Les troupes soviétiques, qui à ce moment-là étaient principalement russes, furent souvent preuve de solidarité envers les Hongrois et beaucoup de leurs chars furent détruits. Ce fut le moment le plus prometteur de l'histoire de l'Europe depuis 1917, mais au loin le sionisme arrivait à la rescousse pour sauver la révolution de sa déconfiture et en quelques jours, quelques heures même, tout ce qui avait été gagné allait être détruit. Il faudrait ici dresser le contexte en quelques mots avant la description du second stade de la guerre des Hongrois, parce que le cas de la Hongrie est probablement le plus significatif d'entre tous. Pour une raison ou pour une autre, le pouvoir moscovite fut plus déterminé dans ce cas que dans un autre à identifier les Juifs de la terreur, si bien
que l'expérience hongroise, plus fortement que toute autre, indique un contrôle juif ou talmudique ininterrompu de la révolution elle-même depuis son siège de pouvoir à Moscou. Le régime de 1919 en Hongrie, que les Magyars eux-mêmes renversèrent après une terreur brève mais impitoyable, avait été juive. La présence d'un ou deux non-juifs au sein du régime n'avait pas nuancé cela, sa nature essentielle. C'était la terreur de 4 principaux leaders juifs soutenus par une majorité de subalternes juifs du nom de Béla Kun, Matthias Rákosi, Tibor Zamueli et Erno Géraud, dont aucun ne pouvait être appelé hongrois et dont tous avaient été formés à leur tâche à Moscou. Après la Seconde Guerre, les élections libres, pour quelques raisons d'opportunisme politique, furent autorisées en Hongrie, novembre 1945. Elles produisirent le résultat naturel, une immense majorité pour le parti des petits propriétaires. Les communistes, malgré la présence de l'armée rouge, furent une piètre performance. Ensuite, Matthias Rákosi fut renvoyé en Hongrie. Zamueli s'était suicidé en 1919. Béla Kun disparut dans quelques purges soviétiques anonymes dans les années 30, mais en février 1956, sa mémoire fut solennellement réhabilitée au 20e congrès soviétique de Moscou. Et on peut aujourd'hui voir cela comme une menace aux Hongrois de ce qu'à quoi ils devaient s'attendre en octobre 1956. Avec l'aide de la police terroriste et de l'armée rouge, Rákosi commença à détruire les autres partis et les opposants, dont 5, y compris le célèbre László Raj, avait été pendu par Géraud et lui en 1949 après la confession familière de conspiration avec les pouvoirs impérialistes, une allégation qui laissa les pouvoirs impérialistes autant indifférents qu'ils étaient furieux de l'allégation de conspiration sioniste en 1952. En 1948, la Hongrie sous Rákosi était complètement soviétisée et terrorisée. Le terroriste en chef sous Rákosi lui-même était cette fois Erno Géraud, qui avait quitté Moscou et était aussi revenu en Hongrie après 20 ans. Il organisa le procès et ordonna l'incarcération du chef religieux de Hongrie, le cardinal Mindzenszky, qui, avant de disparaître incarcéré, demanda à la nation de ne croire à aucune confession qui lui avait été imputée par ses geôliers. Après cela, la Hongrie fut placée pendant plusieurs années sous la terreur de 2 des hommes qui l'avaient crucifié en 1919 et le gouvernement entier devint juif à 80% dans les postes haut placés. Ainsi, pour les Hongrois aussi, la terreur fut-elle juive et talmudique et non communiste soviétique ou russe, et on lui donna délibérément cette nature. Le but du retour de Rákosi et de Géraud après la Seconde Guerre, et on ne peut plus clair, et leurs actes furent tout aussi clairs. En juin 1953, Rákosi démissionna de la fonction de Premier ministre et le Time annonce que M. Géraud est le seul juif restant au cabinet qui, sous M. Rákosi, était en majorité juif. Comme Rákosi demeura le leader du parti et que Géraud était vice-premier ministre, rien ne changea guère. Et en juillet 1956, quand Rákosi démissionna également de la fonction de leader du parti, Géraud lui succéda à ce poste, avec les conséquences qui furent visibles en octobre. Même Géraud semble avoir fait de son mieux à ce moment-là, car après la victoire du peuple hongrois, les troupes de l'armée rouge se retirèrent le 28 octobre. Et 2 jours plus tard, le 30 octobre, le gouvernement soviétique retransmit au monde une déclaration admettant des violations et des fautes qui enfreignaient les principes d'égalité dans les relations entre les États socialistes, proposant de discuter de mesures pour supprimer toute possibilité de violer le principe de souveraineté nationale et d'entreprendre d'examiner la question des troupes soviétiques postées sur les territoires de la Hongrie, de Roumanie et de Pologne. Était-ce une ruse uniquement dans le but d'apaiser les populations le temps que l'assassin ait quelques répits, ou était une véritable retraite ou admission forcée d'erreur ouvrant de formidables perspectives de conciliation et d'espoir pour les populations? Si Israël n'avait pas attaqué l'Égypte, si la Grande-Bretagne et la France ne s'étaient pas
joint à cette attaque, si ces choses n'étaient pas arrivées, le monde connaîtrait la réponse à cette question aujourd'hui. Maintenant, il ne saura jamais, car l'attaque sioniste de l'Égypte et la participation britannique et française républicaine libérèrent la révolution de son dilemme. Comme par magie, les yeux du monde spectateur se tournèrent depuis la Hongrie vers le Moyen-Orient, et la Hongrie fut oubliée. En vain, M. Nagy retransmit son appel au monde le lendemain même en disant que 200 000 hommes et 500 000 chars s'approchaient de la Hongrie. Budapest fut pulvérisée. Le 7 novembre, la voix de la dernière radio libre hongroise disparut de l'antenne Radio Rákóczi à Dunapentel, tout comme la voix des Polonais avait disparu en 1944 et celle des Tchèques en 1939, léguant leur misère à l'Occident. Ceci est notre dernière émission. Nous sommes submergés par les chars et les avions soviétiques. Ces paroles, rapporte le correspondant de Vienne au New York Times, furent suivies d'un bruit de fracas tonitruant, puis ce fut le silence. M. Nagy se réfugia à l'ambassade de Yougoslavie et alors qu'il la quitta sauf conduit soviétique, il fut déporté quelque part on ne sait où. Le cardinal trouva refuge à l'ambassade américaine. Fin novembre, le délégué cubain aux Nations Unies, une autorité bien informée, déclara que 65 000 personnes avaient été tuées en Hongrie. Plus de 100 000 avaient maintenant fui, traversant la frontière autrichienne, un petit pays qui maintenait les standards en miettes de l'Occident en acceptant tout ce qui arrivait sans poser de questions. Quelques milliers de ces personnes atteignirent l'Amérique, où ils furent reçus par le secrétaire de l'armée américaine, un certain Wilbur Brunker, qui leur ordonna d'applaudir le drapeau américain et ensuite d'applaudir le président Eisenhower. Ce furent véritablement 10 jours qui bouleversèrent le monde et le bouleverseront encore plus si la véritable histoire est jamais racontée, et montrèrent que les valeurs qui autrefois étaient symbolisées par ces deux mots, l'Occident était maintenant incarné dans ces populations captives d'Europe de l'Est et non dans l'Amérique, l'Angleterre ou la France. Ces pays avaient le dos tourné à la scène hongroise. Ils étaient absorbés par les événements au Moyen-Orient. La question juive au Moyen-Orient intervint à nouveau pour effacer l'aube d'un nouvel espoir en Europe. Une fois encore, le communisme révolutionnaire et le sionisme révolutionnaire œuvrèrent comme en parfaite synchronisation. Comme en octobre 1917, les actes de l'un profitèrent directement à l'autre. Les Nations Unies ne purent trouver le temps de discuter de l'appel au secours hongrois avant que la nouvelle terreur s'écrase, les appelant et se restaurent les agents homologués de la révolution en place de délégués. En Hongrie elle-même, la place de Géraud, volatilisée, fut prise par un autre commissaire du peuple de 1919, M. Ferenc Munich, qui avait alors joué un rôle important dans le régime de Béla Kun, et était lui aussi revenu en Hongrie après la Seconde Guerre, avec l'Armée Rouge. De 1946 à 1949, alors que Rákóczi mettait un frein à la Seconde Terreur, M. Munich était le chef de la police de Budapest. Là, il devint vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et de la Sécurité publique au gouvernement d'un certain János Kádár, installé par Moscou. M. Kádár aussi avait plus ou moins un passé d'indépendance, et donc il était peu probable que lui autorise à exercer quelconque pouvoir. M. Munich, rapporte le New York Times, était l'atout en réserve de Moscou, contrôlant M. Kádár. De cette façon, la nuit tomba à nouveau sur la Hongrie, et elle dut trouver le réconfort qu'elle pouvait dans les paroles du président selon lesquelles ils étaient désolés pour elle. La bombe à retardement au Moyen-Orient, à l'origine posée la semaine même du triomphe de la révolution bolchevique à Moscou, explosa au moment du fiasco et de la défaite de la révolution. La diversion changea la situation la plus prometteuse depuis de nombreuses années en son opposé le plus sombre. L'Union soviétique ne fut guère inquiétée dans son entreprise de massacre en Hongrie, tandis que les grandes puissances occidentales commençaient à se disputer entre elles à propos d'Israël, de l'Égypte et du canal de Suez. Le monde entier se tourna
pour les regarder et l'État soviétique, le sang d'une nation européenne sur les mains, put se joindre à l'anathème général de la Grande-Bretagne et de la France, République, quand elles se joignirent à l'attaque israélienne. La création de l'État sioniste se révéla être encore plus de mauvaise augure que l'autre création des Juifs talmudiques de Russie, la révolution communiste. La seconde partie de ce compte-rendu des annales de paroxysme a donc à voir avec les événements dans l'État sioniste pendant les 8 ans en sa création par la terreur en 1948 et son attaque de l'Égypte en octobre 1956.